Le Qatar vient de faire un très beau cadeau au président Trump, un cadeau à 400 millions de dollars. Du côté des démocrates, on parle plutôt de pot de vin. Bonjour Frédéric Lert, tu es le spécialiste défense chez Aerobuzz. Tu connais très bien les USA. Peux-tu nous expliquer ce qu'est ce cadeau à 400 millions de dollars? Bonjour Gilles. Eh bien, il s'agit d'un magnifique Boeing 747-800, le plus gros, le plus beau, le plus puissant des avions de ligne. Et alors, c'est un cadeau à Donald Trump, c'est un cadeau avant tout aux États-Unis et à l'US Air Force. Ouais. On verra plus loin un petit peu plus tard si vraiment c'est un Ouais. cadeau. Tu parles du 747-8, c'est le dernier 747 construit par Boeing, donc c'est dans la famille des Boeing. 747, c'est l'ultra moderne jumbo jet. C'est l'ultra moderne solitude, surtout quand tu es à bord, que tu es tout seul et qu'il y a de la place pour mettre 500 passagers en temps normal et puis que tu as que 50 sièges, quoi. Donc, c'est la triste condition de l'homme riche. Donc le Qatar a bien joué en offrant à Donald Trump un palace volant qui doit être décoré de la même façon que la Trump Tower, on imagine. C'est tout doré à l'intérieur, tu sais, il faut mettre des lunettes de soleil quand tu rentres à bord, c'est exceptionnel. Et Oui, oui. donc il y a des grandes salles, des grandes chambres, des choses comme J'ai ça. pas eu la chance de voler dans cet avion, mais voilà, c'est un 747 grand modèle avec 50 à 60 sièges, enfin le peu qu'on en sache, et d'après ce qu'on voit sur les images, 50-60 sièges, salle de bain, tout ce que tu veux, salle de réunion, chambre privative, bien sûr, enfin tout ça de très très mauvais goût au niveau de la décoration. Dès son premier mandat, Trump avait déjà parlé de la nécessité de remplacer les jumbo jets qui font office d'Air Force One. Donc ça fait 7 ans. Depuis 7 ans, il a lancé la commande. Et on en est où là aujourd'hui? Alors, c'est une obsession un petit peu. Il faudra qu'il nous parle de sa petite enfance un jour, Donald, hein, parce que c'est vraiment une obsession cet avion, cette histoire. Quand tu regardes toutes les conférences de presse ou tout ce qui se passe dans le bureau ovale, il a toujours cette maquette sur son bureau de son 747 800 qu'il a lui-même décoré, dont il a refait le schéma de peinture. Enfin voilà. Il s'en est occupé personnellement. Il a pris les choses en main lors de son premier mandat. Il a sorti la machine à écraser les prix et puis il a négocié sévère avec Boeing. Boeing, il laisse sa chemise, hein. Alors bon, c'est une chose, puisqu'ils se sont convenus d'un coût fixe. Je crois que c'était un peu moins de 4 milliards de dollars pour deux avions. Bien sûr, dans ces histoires, il y a toujours des surcoûts et Boeing y est de sa poche pour payer les surcoûts. Boeing était aussi très optimiste au départ sur le programme de... Parce que ce qui se passe, le Boeing n'étant plus fabriqué, ils sont allés chercher des avions d'occasion qu'il fallait modifier très profondément. Air Force One, c'est un condensé de Pentagone et de Maison Blanche dans un avion qui vole. C'est un avion qui est très compliqué à mettre au point. Alors, ça Euh, veut dire quoi quand tu dis un condensé de Maison Blanche et de Pentagone? Maison Blanche, on voit à peu près donc des suites luxueuses, des salles de réunion, mais un Pentagone volant, c'est quoi? c'est essentiellement des systèmes de communication. Parce qu'il faut que le maître du monde reste le maître du monde, même quand il est à 12 000 mètres d'altitude. Donc il faut des moyens de Communication? communication, voilà, sécurisés, multiples, redondants. C'est amusant parce qu'on en revient au début de l'aviation où tu avais dans un avion qui traversait l'Atlantique Sud, tu avais un pilote, un navigateur et puis un type qui s'occupait de la radio à temps plein. Ben là, c'est pareil, tu as une seule radio dans la Air Force One avec quelques officiers qui s'occupent des communications à temps plein. Et donc, tu disais que le 747 n'étant plus construit, quand il y a 7 ans, Trump a décidé qu'il fallait changer, renouveler la flotte, ils ont fait appel à des avions d'occasion. Tu sais d'où ils viennent, ces avions? Ils avaient été fabriqués à l'origine pour une compagnie russe, hein, ironie de l'histoire, mais ils n'ont jamais été pris en compte, hein. Je crois qu'ils sont toujours restés sur le sol américain, ce qui a quand même facilité un petit peu les choses d'un point de vue sécurité. Et là, c'est le grand paradoxe de cette affaire, parce que on a d'un côté ces deux 747-8 là qui auraient dû entrer en service en 2024, et maintenant on parle plutôt de 2027 ou 2029. Parce que tout ça prend énormément de temps. Il faut équiper l'avion, il faut aussi une chose dont on parle jamais assez, c'est qu'il faut bien sélectionner les gens qui vont travailler sur ces systèmes. Donc il faut examiner leur passé jusqu'à la huitième génération, voir s'il n'y a jamais eu de traître chez eux, et ainsi de suite. Et ça prend du temps, ça prend de l'argent, et puis on arrive finalement à des équipes qui sont assez resserrées
Et là, aujourd'hui, on parle de mettre tout ça, de mettre tout ça de côté, finalement, puis de passer, de tomber sur le premier avion venu qui est offert. On verra si c'est un cadeau tout à l'heure. Et ce qui n'a pas pu être fait en 7 ans, bah, essayer de le faire en 6 mois. Donc, se pose le problème de la ressource humaine, puisqu'on a mis énormément de temps pour sélectionner les gens qui travaillaient sur le programme de Boeing. Comment va-t-on faire pour trouver les gens qui vont travailler sur le programme de l'avion Qatari? Est-ce qu'on va aller piocher dans ce réservoir de savoir-faire ou pas? Enfin voilà, ça pose quand même de grosses questions, quoi. Mais alors, quels sont les gros chantiers? Parce que donc on part d'un avion qui est un palace volant et on veut le transformer donc en un avion de commandement et un avion hyper sécurisé. Donc, quels sont les grandes modifications qui doivent intervenir? Tout dépend de jusqu'où on veut mettre le curseur, en fait, hein. C'est comme dans la vie, c'est souvent une histoire de curseur. Donc si on veut quelque chose d'identique aux deux avions qui sont déjà en chantier chez Boeing, ça n'a aucun intérêt. Puisqu'on va refaire la même chose avec les mêmes erreurs, les mêmes délais, enfin les mêmes coûts. Donc il est évident qu'ils vont devoir un peu rabaisser leurs prétentions en la matière. À minima, quand même, on imagine qu'il y aura quand même un poste de commandement volant, enfin des radios sécurisées. À minima, on imagine aussi que l'avion sera autoprotégé, donc des systèmes d'autoprotection de guerre électronique. Et déjà, avec ces deux choses-là, c'est quand même très très compliqué, hein, puisqu'on touche à tous les câblages, on touche à toute l'électronique à bord, à la compatibilité des équipements. Si on greffe pas des brouilleurs électroniques, tout en installant une radio à côté, hein. C'est le mariage de l'eau et du feu, hein. Hmm. Donc, c'est la grande inconnue. Après, le chef a décidé, donc tout le monde a dit oui, chef, et puis le petit doigt sur la couture du pantalon, et ils sont partis sur cette idée, quoi. On imagine que les équipements qu'on va mettre dans cet avion n'ont pas besoin d'être certifiés. Pour l'aviation civile, tu veux dire, par la Ouais, FAA? ouais. Parce que donc c'est au départ, Non, non. on part d'un avion qui lui est certifié, qui a été certifié par Hmm. la FAA, par l'administration américaine, et puis là d'un seul coup il va passer dans le domaine militaire, non? Oui, 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 il sera mis en œuvre par l'US Air Force, donc stricto sensu, je pense pas qu'il y ait besoin de certification, hein. L'US Air Force volera s'il le faut avec des dérogations, il y en aura autant qu'il faudra, mais on va pas non, non, on va pas certifier un avion comme ça. Il y aura Hmm. peut-être des STC, mais voilà. Mais alors donc, si je comprends bien, cet avion va servir uniquement pour faire l'intérim en attendant que Boeing ait fini d'aménager les deux Air Force One. C'est ce qui se dit. La grande question, alors bon, qu'il fasse l'intérim, ce qui voudrait dire quand même qu'il partirait sur des solutions à minima, relativement à minima pour les transformations à bord, parce que on a vu que ça durait déjà 7 ans chez Boeing. Si c'est pour refaire un chantier qui va durer 4 ans et qui va arriver finalement en même temps que les deux Air Force One, ça servira à rien. Donc ça serait un avion d'intérim. La grande question après, mais ça on en reparlera aussi tout à l'heure, c'est que va devenir cet avion Hmm. une fois que l'intérim Alors, sera terminé, ouais. ça, c'est une autre question. Mais donc, moi, je reviens là sur l'idée d'intérim. Assurer donc l'intérim avec un avion qui n'est pas aussi sophistiqué que les Air Force One actuels. On peut imaginer, par exemple, que les deux Air Force One seront toujours en réserve et que l'avion du Qatar qu'on va appeler Air Force One bis pourrait lui être utilisé bah, pour aller par exemple en Floride pour aller jouer au golf par exemple ou aller dans des endroits, venir en Europe dans des endroits un peu calmes. Et puis le jour où il y a un nouveau 11 septembre, ben là, et quand il faut protéger le président et le mettre à l'abri, on pourrait remettre en service les vieux Air Force One. Est-ce que c'est un scénario plausible? Moi, ce que j'ai lu et ce qui me semble le plus cohérent, c'est qu'effectivement, cet ersatz d'Air Force One, on va parler d'ersatz, serait cantonné aux missions sur le continent américain, c'est-à-dire à l'intérieur des frontières des États-Unis, où on va dire que la menace est quand même relativement plus faible, que l'avion peut être escorté de façon plus cohérente avec l'US Air Force sur place. Enfin voilà. Les Américains joueraient chez eux, ils seraient quand même plus à l'aise. Et les anciens, entre guillemets, parce qu'ils ont 30 ans, mais ils sont pas 35 ans, mais ils sont pas si vieux que ça quand même, hein. Les actuels, donc Air Force One, seraient eux utilisés dès lors que le président sortirait des frontières américaines. Mais D'accord. là, on parle des dates et de l'âge des avions.
Trump estime que c'est un très vieil avion. Il dit qu'il coûte cher à entretenir, ça on veut bien le croire, mais tous les avions coûtent cher à Hmm, entretenir. Plus tu les charges en systèmes divers et variés, plus ça coûte cher à entretenir, hein. C'est pas forcément lié à l'âge de l'avion dans ce cas-là. Air Force One a 35 ans. Je rappelle quand même que les pilotes de B-52 volent sur des avions qui ont 3 fois leur âge, hein. Les B-52, ils ont plus de hmm. 60 ans maintenant. Une grande partie de l'US Air Force a plus de 30 ans. Donc c'est bien qu'il se soucie de son confort, mais s'il était sympa, il pourrait se soucier aussi du confort des gens qui travaillent pour lui, quoi. Hmm. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que Air Force One vole sans doute beaucoup moins que son équivalent dans le transport aérien. C'est des avions qui volent relativement rarement ou peu par rapport à un Même très peu. 740 ou très peu par rapport à un 747 ou un A380 qui enchaînent les vols tout au long de l'année. Donc ça, c'est la première chose. Et puis j'imagine aussi qu'il doit y avoir une armée, c'est le cas de le dire, pour entretenir cet avion et que derrière chaque vol, il y a une visite générale, une révision générale. Donc, c'est des avions, même s'ils ont 35 ou 40 ans, qui doivent être nickel. Bien sûr, mais il n'empêche, tu as raison de citer la question de la remise en œuvre, parce que moi j'avais entendu dire par exemple que les hélicoptères, alors pour le coup qu'on appelle Marine One, c'est l'indicatif, hein, qui sont fournis par les Marines, mais qui transportent le président. Ils pourraient être neufs, il en coûterait pas moins très cher à mettre en œuvre parce que les pièces sont changées bien avant les butées de potentiel Mhm. ou les butées calendaires. Je vais peut-être grossir le trait, mais enfin, ils vont peut-être changer les BTP tous les 2 vols ou tous les 3 vols ou tous les 10 vols. Enfin, voilà, c'est un peu cet Les, ordre. les BTP, tu nous expliques? Les transmissions, les boîtes de transmission principales des hélicoptères, qui est un peu la partie, le cœur mécanique de l'hélicoptère, hein. C'est par là que passe la D'accord. puissance, et c'est la partie mécanique qui travaille le plus, et c'est ce qu'on surveille le plus de très près. Et si on veut prendre aucun risque, ben, on met une BTP nouvelle à chaque vol. Je pense pas qu'ils en soient là, mais c'est un peu l'idée. C'est que voilà, tu changes les pièces et tu fais des vérifications beaucoup plus poussées que sur les avions lambda. Alors, donc, tu disais que le contrat pour les 747 neufs qui devait arriver, là, c'était un contrat à 4 milliards de dollars et qui allait sans doute dépasser. Et donc, Trump a beau jeu, là, cette semaine, de dire, bon, ben, moi, on me fait cadeau d'un avion à 400 millions pour remplacer un avion à 4 milliards. Ce serait une absurdité de le refuser. Ça, c'est Mhm. sa défense quand on dit que c'est un pot de vin. Oui, c'est marrant parce que Trump a la réputation, ou c'est la réputation qu'il se donne, d'être un super bon négociateur. Et il devrait connaître quand même cet adage qui dit que quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est toi, en fait, hein. Donc, et dans le monde des affaires, il n'y a jamais rien de gratuit, bien sûr. Si on te fait un cadeau, c'est qu'on attend quelque chose en retour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis pas, enfin, c'est même pas une question d'être certain ou pas, mais il est évident que le, cet avion va coûter très cher à entretenir, à modifier. Et puis, alors je renvoie aussi les gens qui nous écoutent vers le très bon article de Fred Marsali là, sur Aérobuzz, qui raconte l'histoire l'historique de cet avion, et qui rappelle que effectivement le 747 de très grand luxe, c'est un marché de niche. Plus grand monde, toi-même, je crois, quand on avait proposé un, tu avais dit non, parce que Non. c'est voilà, c'est hors de prix, et c'est vraiment surjoué. Et il y a cet exemple fameux du 747 qui avait été modifié, un exemple que rappelle Fred, donc, qui avait été modifié pour le prince héritier d'Arabie Saoudite. Ils ont claqué quelques centaines de millions de dollars pour l'adapter, pour le modifier. Et puis, quand il s'est agi de le livrer, ben, le prince était mort. Et donc, l'avion a volé 42 heures, hein, des vols de réception, je suppose, de mise au point. Et puis, la famille héritière, ben, elle n'en a pas voulu, donc ils l'ont fait railler. Donc, c'est dire que la valeur d'un avion, quand on annonce 400 millions de dollars, c'est un chiffre à prendre. Alors, déjà, il faut se méfier des chiffres bien ronds, hein, des centaines et des milliers. Et puis, c'est un chiffre à prendre avec des pincettes, parce que la valeur de l'avion, elle est déterminée par le marché. Si tu le mets sur le marché, c'est comme la villa que tu as vendue au Cap Ferré. Tu l'avais mise un petit peu cher, hein, je crois que c'était dans les 10-12 millions, elle partait pas. Et donc, bah, il a fallu que tu la brades pour qu'elle parte. Donc, Et puis maintenant, ça fait du Airbnb, moi, je suis désolé. oui, c'est un gâchis phénoménal, mais on en reparlera. Revenons au sujet. 400 millions de dollars pour un Boeing 747, tout aménagé, donc c'est pas cher. Et Non, mais ah moi non. non plus, j'en veux pas. C'est bien tenté, Gilles, mais j'en veux pas non plus, non.
Mais c'est un cadeau aussi qui est arrivé au moment où Trump était en train de faire sa tournée dans le Golfe Persique et il a vendu pour 1000 milliards de dollars de commandes diverses dans plusieurs Émirats, du civil et du militaire. 1000 milliards, on en arrive 1000. là? On en Ouais. arrive, et c'était son objectif, mais quand on fait le total, on ne doit Ouais. pas en être loin. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pareil, c'est un chiffre rond. Bien sûr. Alors lui, il est super rond le chiffre, hein. Donc je n'y crois pas une fraction de seconde, bien sûr. J'ai lu par exemple que là où il a fait fort aussi, c'est qu'elle a vendu à la fois au Qatar et à l'Arabie Saoudite, hein. Le Qatar et l'Arabie Saoudite se mettaient des paires de claques il y a pas si longtemps, hein. Ils Hmm. s'aimaient pas du tout. Là, il a eu droit aux deux, chapeau. J'ai lu qu'il avait vendu pour 142 milliards d'armements à l'Arabie Saoudite. Oui. Hmm. Mais mais enfin, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il y a dans 142 milliards? Quand tu fais 142 milliards, ça représente peut-être la totalité des équipements des armées françaises en service aujourd'hui. Tu prends un porte-avions, allez, à 10, 15 milliards, tu prends des sous-marins nucléaires, tu prends des frégates, tu prends une flotte de 1000 Rafales, et puis t'arrives même pas à 100 milliards de dollars. Donc, voilà. Alors, on te balance des miettes, on te dit oui, parce qu'ils ont vendu des drones. Enfin, oui, mais enfin, 142 milliards, tu as quelques dizaines de millions de drones pour ce prix-là. Pas des quadcoptères, hein, des drones mâles. Donc, ce sont des chiffres pour moi qui n'ont aucun sens. Donc, toi, tu penses que c'est un peu surévalué, mais quand même, il y a quand même un sacré coup de pouce qui est offert Oui, là à Boeing, parce que le, oui, le- oui, le principal on est bénéficiaire, d'accord. c'est quand même Boeing, hein. On est d'accord. Oui, bien sûr. Là, on parle du marché civil au Qatar. Oui, oui. Et puis Boeing commercial, Boeing militaire, Lockheed Martin, Raytheon, L3 Harris. Enfin, Hmm. ils se gaffent tous. Oui, oui, oui. Donc là, on sort un peu de notre sujet Air Force One, mais quand Trump est arrivé au pouvoir pour la deuxième fois, Boeing était vraiment en très très grande difficulté, il l'est toujours d'ailleurs, et on se disait, mais peut-être que cette boîte va être démantelée. Et ben Oui. là, on a la réponse. On a un sauvetage magnifique là. On a un sauvetage de Boeing commercial. Après, c'est vrai qu'on a eu le sauvetage de Boeing Défense avec le programme F-47. Donc, oui, oui, je pense que le modèle réduit qu'il a sur son bureau, dans le bureau ovale, là, il l'a pas payé cher, hein, on a dû lui offrir. À mon avis, c'est un cadeau. Alors, c'est vrai que c'est très, très ambivalent tout ça. Il y a le côté grande gueule, il y a le côté éléphant dans un magasin de porcelaine, quand Trump fait de la diplomatie. Et puis, d'un autre côté, il y a les résultats qu'il annonce et qu'il obtient. Même si tu divises par 10 ce qu'il peut annoncer, ça reste quand même assez faramineux, quoi. Mhm, mhm. Pendant ce temps, nous, le Qatar, eh ben, il nous achète le PSG et puis 36 Rafales. Super. Ouais, mhm, Non, super pour les Rafales. ouais. Bon, et ma dernière question, elle va porter sur à qui appartient Le monde? non, le 747 qu'offre le Qatar. Le Qatar, il l'offre à qui? Aux États-Unis ou à Trump? Ah, il l'offre aux États-Unis. C'est un cadeau de gouvernement à gouvernement. Mais la Mais question qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui va devenir après cet avion? voilà. Si vraiment c'est un avion intérimaire, ben, il est question d'en faire don à la fondation. Chaque président, c'est une tradition, chaque président américain à sa fondation après, une fois qu'il a quitté le pouvoir, qui rassemble ses archives, ses souvenirs, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on peut voir l'ancien Air Force One, le 707, en Californie, à la fondation Ronald Reagan. Il doit y avoir un hélicoptère Marine One qui se promène quelque part, je sais plus chez qui, peut-être chez Kennedy ou chez Nixon, enfin. Et puis, mais alors le 747, ce sera un avion en état de vol, donc il va pas être installé en pot de fleurs à la sortie de l'autoroute. Et donc, on évoque cette idée que Trump puisse l'utiliser comme avion personnel, une fois qu'il sera revenu à la vie civile. Euh, je vois venir tout de suite ta question, mais est-ce qu'il a le droit de le faire? Eh ben, je sais pas. Et puis, en fait, personne ne sait trop, quoi. Il y a déjà une bataille d'experts qui est en route aux États-Unis. Les avocats se frottent les mains et ça commence à ferrailler dur sur la possession de cet avion. Alors, ça ferraille dur déjà sur le principe même du cadeau, parce que c'est vrai que ça la fout mal que les États-Unis se fassent acheter comme ça pour un paquet de cacahuètes, mais enfin, et puis un paquet à 400 millions, et puis ça ferraille aussi sur l'avenir de cet avion. Oui.
Merci Frédéric pour cet éclairage très personnel. Et si cette vidéo vous a plu, eh ben, likez-la et abonnez-vous. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver tous les jours Frédéric Lert sur Aérobuzz. Merci à tous et à la prochaine.